Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de votre édition, la première réunion du RHDP Parti unifié, les membres fondateurs se sont retrouvés ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire pour préparer les élections locales à venir, mais également organiser l'accueil du président du parti, le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'augmentation du taux de bancarisation est une priorité pour le Trésor public. La Direction générale du Trésor public vient justement de lancer la campagne de sensibilisation sur la promotion de la bancarisation au titre de l'année 2018. Philosophie ou amour de la sagesse, une discipline que craignent nombre de lycéens et autres universitaires. Les avis sont partagés quant aux débouchés. D'aucuns disent que la seule issue, c'est la profession d'enseignant. D'autres, par contre, soutiennent que cette matière n'a aucun intérêt. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, à la une de cette édition, la première réunion du RHDP Parti unifié. Les membres fondateurs se sont retrouvés ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire pour préparer les élections locales à venir, mais également organiser l'accueil du président du parti, le chef de l'État, Alassane Ouattara. Notez que le RHDP a réaffirmé au cours de cette réunion son idéal de paix et sa recherche de la réconciliation nationale. Gabriel Zani. C'est la toute première réunion du Rassemblement des Euphotistes pour la démocratie et la paix, RHDP Parti unifié. Les membres fondateurs du parti se sont rencontrés à l'Hôtel Ivoire pour se prononcer sur l'évolution de la situation politique au sein du RHDP. Il s'agit pour eux de mieux structurer les bases du parti et se préparer pour les élections locales à venir. Le RHDP aura ses candidats et ces candidats, ce sera sur l'ensemble des circonscriptions du pays, que ce soit au niveau des élections municipales ou des élections régionales. Les membres fondateurs du RHDP continuent d'être des acteurs de la paix et du rassemblement. C'est là notre foi. La foi du parti RHDP, c'est la paix, le rassemblement. Et justement, le RHDP veut réserver un accueil chaleureux au président du parti, Alassane Ouattara, qui vient d'achever son pèlerinage à la Mecque. Nous nous préparons à réserver un accueil chaleureux et enthousiaste au président du RHDP, El Hadj Alassane Ouattara, qui nous revient de la Mecque avec foi. Il a prié pour notre pays. Et nous prions tous pour que la Côte d'Ivoire retrouve définitivement la paix et la sérénité. Comme la religion le veut, lorsqu'on revient de la Mecque, les familles sont heureuses. Là, la Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir le président qui revient de la Terre Sainte. Les dispositions qui ont été prises, c'est qu'il faut être à l'aéroport au plus tard, donc à 14 h, pour pouvoir donc être de la fête. Un accueil que le RHDP veut grandiose pour marquer le nouveau départ amorcé par le chef de l'État lors de son discours du 6 août à la veille de la fête de l'indépendance. L'augmentation du taux de bancarisation, une priorité pour le Trésor public. La Direction générale du Trésor public vient justement de lancer la campagne de sensibilisation sur la promotion de la bancarisation au titre de l'année 2018. Notez que les cibles cette année, ce sont les régions du Gor, de l'Indonier du Ablin, du Tonkpi et également San Pedro. Francis Boifo. Le secteur bancaire en Côte d'Ivoire, c'est 28 banques et 2 établissements financiers, 691 agences et 975 guichets automatiques. Malgré le dynamisme de ce secteur, la culture de l'épargne est peu développée. Il n'y a pas de compte bancaire. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de complications. Arrivé là-bas, on demande les papiers, donc tout ça là. Ça cause ça, il peut faire même mon agence sur moi pour gérer ma situation, quoi. Manque de confiance ou méconnaissance des avantages liés aux services financiers. La bancarisation est d'actualité. Elle représente la quantité de personnes au sein d'une population utilisant un compte ou des services bancaires. De 7,1% en 2007, le taux de bancarisation est passé à 19,7% en 2016. Des chiffres que le Trésor public veut améliorer. Une campagne de sensibilisation a été lancée ce jeudi à Abidjan. Il s'agit d'investir les régions du Gor, de l'Indénié du Ablin, du Tonkpi et de San Pedro pour expliquer les avantages liés à la bancarisation. Dans le mois de mai, il y a eu des inondations à Abidjan. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent au chevet de leur lit. Tout ça, c'est parti. Il y a eu aussi des incendies
dans les marchés. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent sous les paillasses. Tout est parti. Donc, ça permet de sécuriser ces avoirs dans un premier temps. Deuxièmement, ça permet aux banques d'avoir de la disponibilité de telle sorte que pendant les campagnes d'emprunt que lance l'État, que nous puissions le faire au plan local au lieu de recourir toujours à l'international. Ayez confiance aux banques. Les banques sont là pour vous accompagner. Non seulement vous bénéficiez d'une sécurité de vos avoirs, mais en plus, vous serez accompagné. J'entends par accompagner du crédit. Objectif visé par les acteurs du monde des finances en Côte d'Ivoire, porter le taux de bancarisation actuellement de 19,7% à 20% en 2020 et hisser le pays au rang des nations ayant une grande culture financière. La mouche de fruits, un véritable danger pour la production nationale de mangue. La mangue, troisième culture de rente dans le nord de la Côte d'Ivoire après le coton et l'anacarde. Pour donc assurer la survie de la filière, également des petits planteurs qui assurent presque 90% de la production nationale. Le gouvernement organise la lutte, cela à travers des structures de recherche mais également de financement. Et c'est avec Jean-Louis Gbangbo qu'on en parle. Non. La saison des mangues vit ses derniers instants en ce mois d'août. Dans cette plantation à Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce sont les dernières récoltes. Mais celle qu'effectue ce matin Drissa Yeo est loin de le réjouir. La collecte de mangue atteinte par la mouche de fruits, principale maladie de la mangue. Quand une mangue tombe, on ne ramasse pas, automatiquement ça donne la croissance de ces mouches-là. Les mouches se multiplient. Mais lorsque on ramasse ces mangues, on met dans le puits gâté. Automatiquement, toutes ces mangues ont été affectées par la mouche, vont mourir dedans. Drissa est chargé de l'entretien de cette plantation. La mouche de fruits lui a causé d'énormes pertes. Dans les autres années, en tout cas, on se retrouvait avec beaucoup d'argent. Par contre, ces 2 années qui se sont suivies, on n'a pas eu ce qu'on gagnait avant. Un champ de 10 hectares où on pouvait sortir avec 20 chargements. Cette année, on se retrouve avec 8 chargements. Vous pouvez calculer un peu ce que ça fait. Selon les études des chercheurs, les ravageurs consomment chaque année la moitié de la production de la campagne. Les dégâts peuvent aller jusqu'à 90% pour les variétés tardives. En Côte d'Ivoire, le Centre national de recherche agronomique est en avant-garde de la lutte contre la maladie. Ici, nous voyons une mangue qui a été piquée par les mouches des fruits. Vous voyez, ça, ce sont les piqûres. Souvent, quand vous voyez sur le marché, des belles mangues, qui ont une belle coloration et un beau parfum. Mais vous ne voyez pas les piqûres qui sont à côté. Vous voyez les taches noires. Vous dites que c'est rien, ça, on peut la manger. Mais lorsque vous ouvrez la mangue, que vous voulez la manger, voici ce que vous constatez. Conséquence, refus de l'accès au marché européen et perte de la confiance en la mangue ivoirienne. Il faut dire que la mouche de fruits, par les piqûres qu'elle fait aux mangues, on a des conteneurs de mangues qui sont interceptés en Europe. Lorsque des mangues piquées sont retrouvées dans ces conteneurs-là. Pour assurer l'éradication de cette menace, 5 techniques de lutte ont été développées par le centre de recherche. On a d'abord les appâts alimentaires, le sucre à pattes. On a aussi les pièges, les attractifs sexuels et alimentaires. On a aussi les méthodes prophylactiques telles que le ramassage et la destruction des mangues tombées dans les augmenterons, dans des trous, dans des sachets. La vulgarisation de cette technique est assurée auprès des producteurs. À Boundiali, Oumar Koulibaly est à sa première année d'application du succès APA. C'est cette année seulement que nous avons reçu ce produit-là. N'eût été l'intervention de nos services de recherche et de l'agriculture, mais ça nous peut perdre. Cette année, par exemple, si vous voyez dans mon champ, elle est un peu exceptionnelle. C'est ça qui me protège. La lutte contre la mouche de fruits dépasse aujourd'hui les frontières de la Côte d'Ivoire. Un programme régional a été mis en place au sein de la CEDEAO, avec une forte implication du Fonds interprofessionnel pour la recherche agricole, FIRCA. Nous avons l'État de Côte d'Ivoire qui a financé en 2015 et en 2016 le traitement des vergers, et aussi le FIRCA qui a sorti un guide didactique de lutte contre la mouche des fruits, et des formations ont été engagées dans toutes les zones de production. Avec une production annuelle de plus de 100 000 tonnes, la mangue est la 3e culture de rente de la région du nord de la Côte d'Ivoire, après le coton et l'anacarde. Protéger et développer cette culture contribueront à la diversification et à l'augmentation des revenus des populations de cette région.
Assainissement et drainage du district d'Abidjan, quelle solution? Sujet au cœur des débats en ce moment au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, ministère qui, avant tout, a décidé de poser un diagnostic. Grâce Kando. Inondations récurrentes dans le district d'Abidjan vers la recherche de solutions durables. Ce sujet préoccupe les acteurs du secteur de l'assainissement et du drainage. Selon l'Office national de la protection civile, en 2017, 15 décès ont été enregistrés pendant la saison des pluies et en 2018, l'on note 20 morts et plusieurs dégâts matériels. Pour éviter de telles catastrophes à l'avenir, des propositions existent déjà. Ce qui a été recommandé, c'est de procéder à la libération de tous les sites des ouvrages qui sont occupés actuellement. La deuxième solution majeure qui est préconisée, c'est au niveau de certains sites emblématiques comme la rue Binis, Sinakasi, Bonoumé, certains sites de Yopougon, c'est de réaliser des infrastructures pour pouvoir faire face aux problèmes de drainage et d'inondation dans ces zones-là. Nous, notre préoccupation, c'était essentiellement de régler les problèmes d'inondation au niveau du carrefour de l'Indénié. Donc 2 solutions ont été abordées. La première, c'est d'empêcher des déchets solides d'obstruer le Dalo, qui est l'ouvrage principal qui fait transiter les eaux du bassin vers la baie de Cocody. Ensuite, il faut faire en sorte à réduire la quantité d'eau qui arrive au niveau du carrefour de l'Indénié. Et pour cela, nous avons construit et réhabilité des barrages écrêteurs de crues. Alors, le rôle de ces barrages, c'est de stocker momentanément toutes les eaux qui tombent dans la cuvette et les restituer progressivement après la fin de la pluie. Pour renforcer le dispositif de prévention, un schéma directeur d'urbanisme et d'assainissement de la ville d'Abidjan a été adopté en Conseil des ministres l'année dernière. Qui prend en compte les projets d'aménagement, d'ouvrages d'assainissement et de drainage du Grand Abidjan. Cela nous évitera de constater des destructions d'habitations dans les bassins d'orage, réduisant ainsi leur capacité de rétention et de régulation des débits. Cela nous évitera également de constater la présence des ordures dans les réseaux, des branchements anarchiques des eaux usées sur les ouvrages de drainage et vice-versa. La mise en œuvre du schéma directeur de la ville d'Abidjan est prévue débuter en 2018 et s'achever en 2033. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, toutes ces initiatives visent l'amélioration de la qualité du cadre de vie des populations. Une production audiovisuelle plus compétitive à l'ère de la libéralisation. Objectif visé par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la ACA, qui a organisé ce jeudi une table ronde autour du sujet. L'événement a réuni des experts ici même à Abidjan. Rosemond Kini et Serge Collier pour en parler. Le processus de libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire avance à grands pas. Au moment où les maillons de la chaîne se mettent en place progressivement, la question de la compétitivité des productions audiovisuelles préoccupe la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La libéralisation n'a vraiment d'utilité et de finalité que si une production nationale digne de ce nom permet en quelque sorte de fournir des contenus. Il est important, avant que les diffuseurs ne soient présents effectivement sur la place, qu'on réfléchisse à la question comment remplir ces grilles de programmes qui doivent contenir au moins 20% de grilles nationales et 40% de grilles africaines. Libéralisation et enjeux de la production audiovisuelle. C'est le thème de la table ronde à laquelle la ACA a convié réalisateurs, producteurs, experts et spécialistes des questions de cinéma et d'audiovisuel. Il y a d'une part l'aspect créatif. Et là, je pense que la Côte d'Ivoire dispose des talents nécessaires. Et puis, il y a aussi la question du financement. Et là, effectivement, il faut que le marché publicitaire se développe pour financer les nouvelles chaînes, qui seront des chaînes ne vivant que de la publicité. Et puis, sans doute, que l'État trouve des moyens de stimuler la production audiovisuelle. État des lieux de la production audiovisuelle.
Enjeux et défis, mécanismes de financement du secteur ont constitué les grandes articulations de cette table ronde. Le ministère a commencé depuis 2012 à accompagner les producteurs dans la production de séries télévisées et de documentaires. Le ministère de la Culture envisage l'ouverture très prochaine d'une école destinée à la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Tout cela permettra à nos productions d'être compétitives et de qualité. En attendant l'effectivité de la libéralisation de l'espace audiovisuel, la ACA entend poursuivre ce type de réflexion. Il s'agit d'associer tous les acteurs à l'émergence d'un secteur audiovisuel compétitif et concurrentiel. Vincent Toby Irié, c'est le nouveau préfet d'Abidjan, administrateur civil. Il a été promu à l'issue du Conseil des ministres du 6 août dernier. Vincent Toby Irié, qui remplace à ce poste Sidiki Diakité, désormais ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a été officiellement présenté aux populations et autorités du district d'Abidjan. Michel Digri. Le département d'Abidjan a son plus jeune préfet de son histoire. Vincent Toby Irié, le plus jeune préfet hors grade, est également le cadet de tous les préfets de région de Côte d'Ivoire. Il a été présenté officiellement aux autorités administratives, religieuses et coutumières du district d'Abidjan, sur lesquelles il pourra compter pour réussir sa mission. Au district autonome d'Abidjan, vous n'avez que des amis, des frères et sœurs. Vous allez rencontrer des chefs traditionnels qui ne sont pas compliqués. Ils veulent une seule chose, qu'on ait de la considération pour eux et qu'on sache où se trouvent leurs difficultés. Vincent Toby remplace à ce poste Sidiki Diakité, aujourd'hui ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a déjà conscience de l'ampleur de la tâche et des défis à relever. Je voudrais pouvoir compter sur vous, notamment tous ceux que j'ai en face, les têtes couronnées, les majestés, les rois, les chefs, qui sont mes premiers partenaires dans ce travail. Le champ est immense. Je voudrais pouvoir compter sur votre solidarité, sur vos conseils et sur votre sagesse pour mener à bien ce travail. Je voudrais compter sur votre appui et sur votre tolérance, parce que forcément, il va y avoir des moments où on peut ne pas partager les mêmes opinions, mais la finalité, c'est d'arriver au même compromis et de partager les mêmes valeurs. Le nouveau préfet d'Abidjan a intégré le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en 2014 en tant que conseiller du ministre Ahmed Bakayoko qui avait en charge ce portefeuille ministériel. Mais déjà, Vincent Toby Irié avait à son actif une brillante carrière à l'international dans plusieurs institutions africaines, européennes et américaines. À 48 ans, ce pur produit de l'ENA entend imprimer sa marque d'humilité et de travailleur acharné dans cette étape importante de sa carrière dans l'administration ivoirienne. Philosophie ou amour de la sagesse, une discipline que craignent nombre de lycéens ou autres universitaires. Les avis sont partagés quant aux débouchés. D'aucuns disent que la seule issue, c'est la profession d'enseignant. D'autres, par contre, trouvent que cette matière n'a aucun intérêt. La philosophie, quel débouché après la formation. Sephora Zeki et Franck Kouadio se sont intéressés au sujet. L'homme est un loup pour l'homme, ou encore science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ces célèbres citations ont marqué pendant de longues années les lycéens de Côte d'Ivoire. La philosophie était la matière la plus redoutée. De 1970 à 1990, elle éliminait plus d'un au baccalauréat, avec son coefficient 7. En notre temps, c'était placé au premier moment de la composition, à tel point que le premier jour, déjà, quand vous êtes en série A2, en série littéraire, vous savez, après la composition, si vous avez échoué ou pas. Avec cette réputation, la philosophie a continué d'attirer de moins en moins d'élèves et d'étudiants. Pour la nouvelle génération, pas question de s'inscrire en philo, de peur de finir professeur. En philosophie, c'est pour être soit professeur, docteur à l'université. Voilà pourquoi j'ai posté pour aller en géographie. En lettres modernes, il y a plusieurs débouchés. Moi, je sais qu'en philo, il n'y a pas de débouchés. Je sais que non, dès que tu finis en philo, tu es professeur de philosophie. Une autre philosophie, une autre égyptologie. Au programme, dans cette salle de classe de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cours de philo sur l'anthropologie grecque, Georges, enseignant-chercheur depuis 10 ans, transmet avec passion le virus de la philosophie
à ses apprenants. Pour lui, la philosophie est l'élément phare de la connaissance. Elle permet de s'ouvrir au monde. La philosophie ouvre à plusieurs corps professionnels. Il a là la possibilité de passer un concours, aller à l'ENA, à la police, à la gendarmerie. Voilà, il y a un aéroport de secteur qui s'offre à lui. Serge fait partie des amoureux de cette matière. Il a même abandonné les sciences physiques au profit de la philosophie. Déjà en classe de 6e, j'achetais déjà les brochures de philosophie que je lisais, les citations que je lisais et autres. Et j'aimais bien prendre la parole entre amis, parler de philosophes déjà en 6e. Et maintenant que j'avais l'opportunité d'être en philosophie, j'ai tout de suite dit pourquoi ne pas venir en philosophie, mais aussi pour élever mon niveau de langue. Albert Kwaku Touré, commissaire divisionnaire de police, est un pur produit de la philosophie. Pour l'actuel directeur de l'École nationale de police, avec un diplôme de philosophie, on peut exercer le métier de son choix. Avec la philosophie, on peut tout faire, on peut arriver à tout. On ne fait rien avec la philosophie en tant que telle, comme la technique transformerait la matière pour pouvoir produire des biens de consommation et d'équipement, mais c'est plutôt la philosophie qui fait quelque chose de vous quand vous la faites. Et quand elle fait quelque chose de vous, elle vous prépare à affronter la vie. Dans le monde des arts et de la culture, un autre diplômé de la philosophie se distingue. Il s'agit de Yacouba Konaté. Chaque jour, il visite son sanctuaire d'ouvrages philosophiques. Selon le directeur du marché des arts et du spectacle d'Abidjan Massa, la philo a joué un rôle prépondérant dans son ascension sociale. Il y a une demande très forte parce que tu as des artistes de très haut niveau qui n'ont pas été documentés, qui aimeraient que la documentation soit faite par quelqu'un qui connaisse le milieu. Par rapport à ce champ, il y a vraiment des opportunités qui sont inouïes. Un autre exemple dans le monde des médias. Agnès Crédit, journaliste émérite, écrivaine, conférencière. Elle est arrivée au journalisme après sa licence en philosophie. À elle aussi, la philosophie a permis de gravir des échelons. Contrairement à ce qu'on pourrait penser que la philosophie condamnerait à ne rien faire à part, entre guillemets, enseigner et que ce ne serait pas une bonne chose, avec la philosophie, je suis entré à Fraternité Matin et ça ne m'a pas fait de mal du tout, bien au contraire même. Retenons une seule chose par rapport à ceux qui pensent que la philosophie ne sert qu'à théoriser. Au contraire, la philosophie aide à se construire et à construire notre personnalité, notre humanité. Je vous ai dit que j'étais un menteur. C'est le plus froid de votre froid. Il ment froidement en enseignement. Pour créer une saine émulation autour de cette matière, à Bingéville, une journée est organisée pour inculquer les valeurs de la philosophie aux élèves. Pendant cette journée, des concours et des conférences pour leur donner le goût de la philosophie. Ma première moyenne en philosophie, quand j'étais en première D, était de 6,33. Et aujourd'hui, si je suis vainqueur de ce concours, c'est le travail. Philosophie, c'est quoi? C'est ce qu'on fait tous les jours. Quotidiennement, on parle avec tout le monde, on réfléchit. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Très souvent, lorsqu'on parle de philosophie, nous avons l'impression d'être dans un cercle initiatique totalement fermé. Mais des événements comme la journée de la philosophie visent à démystifier et démythifier la philosophie. La philosophie est une discipline enseignée aux élèves des séries A1, A2, C et D, des classes de première à la terminale. Philosophie, c'est être en quête perpétuelle du savoir. Philosopher, c'est aussi rêver grand. Et pourquoi pas suivre les traces du président français, Emmanuel Macron, qui est diplômé en philosophie. Voilà, la philosophie qu'elle débouchait après la formation, élément de réponse dans ce reportage proposé donc par Sephora Zegui et Franck Quadio. Ces dernières années, l'on assiste à une prolifération des espaces de loisirs dans la capitale économique ivoirienne. Manèges, patinoires, des lieux de divertissement qui ne désemplissent pas, surtout en période de vacances scolaires. Abidjan, nouvelle capitale ouest-africaine de l'attraction, un sujet proposé par Christian Dago et Franck Quadio. L'industrie du loisir en pleine expansion dans la capitale économique. Manège, espace de jeux, cinéma 3D, autant de loisirs qui attirent désormais des milliers d'Ivoiriens. Abidjan dispose aujourd'hui d'une dizaine de parcs d'attractions. Entre 2 000 et 3 000 francs CFA, c'est le prix à débourser par personne pour avoir accès au manège, un véritable business. Et nous avons voulu attirer du monde ici, avoir un point fort
mais en premier lieu, essayer de donner un divertissement, un choix de divertissement à la population de ce côté-ci, de ce côté nord, de la Riviera. Nous avons quand même une équipe assez renforcée. Nous avons aussi des sapeurs-pompiers sur place, une infirmerie. En cas de problème, nous travaillons avec 2 cliniques. Week-end, congés ou grandes vacances, ce sont entre autres les moments de visite favoris pour les passionnés d'attractions. Alors du côté des responsables, on ne lésine pas sur les innovations. Alors ici, nous organisons bien sûr des prestations, spectacles, podium tous les samedis et dimanches à partir de 15h30 avec des prestations de danse, des concours de danse, des concours de Miss. On trouve ici un peu de tout, du karting à la balançoire en passant par le toboggan. Tout est mis en œuvre pour assurer le plaisir des visiteurs. Comme je m'ennuyais, j'ai dit à mon papa de venir m'accompagner ici pour venir jouer. J'ai fait l'auto-tramponneuse, j'ai fait des trampolines, je joue des jeux avec mes amis. C'est une très belle initiative, ça permet aux enfants de se divertir et ça permet également aux parents qui viennent accompagner les enfants qui ont été peut-être occupés tout au long de la semaine également de se relaxer en voyant les enfants s'amuser. D'ici à 2020, le district d'Abidjan accueillera le plus grand parc d'attractions de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant, une comédie musicale réalisée par un Ivoirien bientôt dans les bacs. Il s'agit de Mélodie de la victoire en chantant. Le clap d'ouverture a été lancé par le ministre de la Culture et de la Francophonie et Serge Collier était justement à cette cérémonie de lancement. Après le succès de la série télévisée Brouteur.com, le réalisateur Alain Guikou se lance dans un autre défi, tout aussi audacieux. Réaliser le premier film de comédie musicale dans l'histoire du 7e art ivoirien. Le clap d'ouverture de Mélodie, la victoire en chantant, est donné par le ministre de la Culture et de la Francophonie, accompagné du maire de la commune de Cocody. Nous sommes venus donc apporter notre caution et nos prières au succès de ce film. Cette occasion me permet de féliciter les acteurs du cinéma et leur dire que le gouvernement est à leur côté pour faire du cinéma une vraie réalité. 12 épisodes de 45 minutes, un condensé de comédie, de danse, de chant. Mélodie, la victoire en chantant, raconte l'histoire d'une école artistique en difficulté. Un homme d'affaires veut racheter l'école pour en faire un supermarché. Et la nouvelle directrice qui a hérité de l'école se bat avec ses étudiants pour que l'école vive. Donc c'est un peu l'intrigue de cette série. Plusieurs acteurs connus en Côte d'Ivoire et à l'étranger participent à cette production cinématographique. Le truc spécial pour cette comédie musicale, à chaque épisode, on invite une guest star qui joue son propre rôle. On aura le Kwakanza, on a Mewe qui jouera son propre rôle, on a Kadianine qui fait l'honneur de venir jouer son propre rôle, on a Dobé Niaouré. Le tournage de cette comédie musicale se déroule dans les locaux de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle de Cocody. Et on termine avec l'Inde qui, longtemps tournée vers l'Afrique de l'Est et australe, a décidé de se mettre à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. Et ce sont les pays francophones d'Afrique que ce pays a décidé donc de conquérir. Et pour réussir cette mission, il s'appuie sur des journalistes en vue de mieux vendre ses atouts. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. Faire connaître l'Inde aux pays africains francophones, c'est l'objectif du gouvernement indien. Ainsi, une trentaine de journalistes de 14 pays francophones, dont le Bénin, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et bien d'autres, sont invités à découvrir les opportunités dans les domaines de la sécurité, de l'économie, de l'agriculture, de la santé, de la culture, des sciences et technologies. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vue globale des relations entre l'Inde et l'Afrique. Notre coopération Sud-Sud se fera dans le domaine de création de compétences. Nous allons lancer le e-Network Pan-African, un réseau électronique panafricain. Ce réseau va relier tous les établissements d'enseignement médicaux dans les pays africains avec les meilleurs établissements de médecine en Inde. Une semaine pour parcourir New Delhi, Agra et Hyderabad pour échanger avec les différents responsables gouvernementaux de ces trois grandes villes. En termes d'échanges commerciaux, ce sont plus de 25 000 milliards de francs CFA que l'Inde éjecte en Afrique selon le ministère des Affaires étrangères. En matière de technologie, l'Inde compte partager l'expérience de sa réussite en informatique avec l'Afrique francophone.
Cette année, il annonce 500 places disponibles pour la formation des jeunes. Au niveau sécuritaire, ce pays compte soutenir la lutte contre le terrorisme en intégrant le G5 Sahel. L'amélioration de l'agriculture, de l'éducation, de la santé à partir des TIC font partie des priorités de l'Inde en Afrique. L'Inde prend très à cœur sa relation avec l'Afrique, qui est une relation qui dure depuis un certain nombre d'années, et que sur le plan économique, diplomatique et sécuritaire, qu'il y a d'heureuses perspectives qui s'annoncent pour ces pays-là. J'apprécie fort bien cette invitation de l'Inde. Ça nous permet de connaître ce pays si grand, si riche. D'autant plus que nous avons beaucoup à partager. Ils ont beaucoup à apprendre de nous, certes, mais nous avons beaucoup à apprendre, d'autant plus, notamment sur le plan technologique. Les ambitions de l'Inde sont également diplomatiques. 18 nouvelles ambassades en Afrique seront créées d'ici à 2021, dont la plupart en Afrique francophone, en plus des 30 déjà existantes dans le monde. Un sommet Afrique-Inde aura très bientôt lieu au Nigeria pour une coopération sud-sud en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Commentaire de Ami Sissoko qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.